Bonjour, il nous reste 2-3 minutes. On attend les derniers retardataires avant le lancement de notre webinar. Vous êtes déjà très nombreux en ligne. À tout de suite donc. On va pouvoir commencer. Et donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes près de 500 à vous être inscrits au webinar de ce jour. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse, semble-t-il, autant qu'il intéresse Elodie Primo et moi-même. Donc, la thématique de la généralisation du digital learning que nous allons traiter pendant l'heure que nous avons devant nous. Déjà, quelques informations pratiques. Vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions et cliquer sur le bouton envoyer. On prendra les questions au fur et à mesure. Les questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, eh bien, nous y répondrons ultérieurement par mail au besoin. Elodie, je pense, se fera un plaisir de poursuivre la conversation avec vous. Vous serez en mode mute avec le micro coupé. C'est un petit peu normal. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont en ligne aujourd'hui, donc on ne peut pas se permettre évidemment des dialogues, malheureusement. C'est la limite du webinar. Je vais demander tout de suite à Elodie de se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Elodie Primo, basée à Lausanne, fondatrice de la société Most Mind On Site, donc éditeur de solutions digitales de formation depuis 2001. Pour ce Et qui me notamment de concerne, Learning Management System. oui, Voilà. pour ce qui me concerne, merci d'être pédagogue, ma chère Elodie, parce que il faut toujours éviter dans notre domaine le risque de jargonner. Pour ce qui me concerne, je suis directeur du département conseil chez FEFOR et par ailleurs directeur de la rédaction de e-learning letter. Je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet avec le sommaire suivant qui va être traité. Donc on commencera par rappeler quelques évolutions clés des dispositifs de formation et des constantes qui échappent en partie à ces évolutions. Identifier les changements en cours, c'est bien, mais identifier les forces qui les sous-tendent, c'est encore mieux, ne serait-ce que pour être à même d'anticiper sur les prochaines évolutions. Ce sera notre deuxième point. On passera ensuite au défi de l'accélération, vous verrez pourquoi, en particulier sous forme de quelques indicateurs qu'on vous soumettra, qui sont peu utilisés mais qui en formation, mais qui pourtant mériteraient de l'être. Et puis, on sera même de synthétiser le cœur de notre sujet, qui est la généralisation du digital learning, avec notamment un indicateur, je pense, qui permettra aux professionnels de formation de mesurer le niveau de cette généralisation. Alors, commençons par les évolutions et les constantes, le premier point de notre ordre du jour. Et ben, je vais vous donner la parole à travers un premier sondage sur lequel vous allez devoir vous prononcer. Donc voilà la question qui est posée. Quelles sont les évolutions qui vous apparaissent les plus marquantes dans le champ du e-learning depuis 10 ans? Donc 5 réponses possibles, sauf que parmi les 5, on est contraint par 2 réponses. Vous pouvez en choisir 2. Des modules de plus en plus courts, l'émergence du mobile learning, je crois que le sondage est déjà lancé, des modules e-learning disponibles en self-service, le développement du vidéo learning et des contenus disponibles au fond sur toutes les thématiques de formation. Voilà, je pense que vous êtes déjà très nombreux à avoir voté. On va se réserver encore une dizaine de secondes pour attendre que tout le monde ou presque ait voté. Et je demanderai à Elodie de commenter les résultats du sondage. Voilà, je pense qu'on peut clôturer le sondage et vous allez donc voir apparaître à l'écran les résultats, vos votes. Je te laisse le soin, Elodie, de réagir par rapport à ce vote. Alors, une majorité sur l'émergence du mobile learning, on s'en serait douté. On est toujours avec notre smartphone dans la poche, il est connecté non-stop, n'est-ce pas? On l'oublie même pas la nuit parce qu'il nous sert de réveil. Donc c'est redoutable, je dirais, comme support de formation.
et c'est surtout efficace dans la mesure où il va répondre aux attentes de formation aussi sur le poste de travail. En dehors, sur les interstices, hein, ce que j'appelle, c'est-à-dire les petits moments où, tiens, il nous reste quelques minutes, qu'est-ce que je peux faire? Généralement, on se tourne vers son smartphone et au lieu d'aller jouer à des jeux qui ne nous font pas avancer sur les sujets métiers, là, on va pouvoir aller vers des jeux qui vont être en lien avec notre travail. Donc, c'est la disponibilité, je dirais, instantanée et permanente du contenu sur le mobile là, qui va effectivement, qui séduit, qui séduit. Après, on a le vidéo learning, média prédominant. Je pense qu'on l'a tous, on le vit tous et on aime bien cliquer sur les vidéos parce que pas uniquement des vidéos autour des personnes, mais aussi des animations, etc. Et surtout en termes de conception, je rappelle que j'ai été conceptrice pédagogique dans une vie antérieure. Elles sont accessibles depuis tous les appareils, qu'on soit sur un PC, smartphone, tablette. Donc du coup, la vidéo, elle va offrir un large éventail de ressorts pédagogiques. Par contre, c'est la qualité qui est importante dans ce contexte-là, même si avec nos smartphones, on arrive de plus en plus à faire des choses sympathiques. Après, les modules de plus en plus courts, c'est le micro-learning. Effectivement, bah, ça répond à un usage maintenant de ce qu'on appelle les digital natives. Donc, le contenu, il est court, il est ciblé, et puis on va à l'essentiel. Et c'est surtout le fait de pouvoir répondre à une question à un instant T, là où on a besoin de l'information. Et puis en termes de support, eh bien, ça peut être très varié. Ça peut être évidemment des vidéos, mais ça peut être des modules très courts, ça peut être de l'infographie, des PDF, etc., qui vont fournir l'info de manière adaptée. Et puis, eh ben, les modules en self-service, hein, c'est la tendance pull versus push, le catalogue dans lequel l'apprenant va piocher, mais on n'est plus sur la mode du catalogue tous azimuts. Hein. On est vraiment là axé sur des catalogues intelligents qui vont amener les bons contenus en fonction du profil de la personne et de ce qu'elle a déjà fait avant. Alors, Voilà je pour mes rajouterai commentaires. le dernier point sur des contenus disponibles sur toutes les thématiques de formation. Alors, on peut s'étonner que il y ait aussi peu de votes dessus, sauf à considérer que ce n'est pas une nouveauté, puisque la plupart des thématiques de formation sont couvertes maintenant depuis un grand nombre d'années, et qu'au fond, les répondants se sont habitués à ça. J'ajouterais par rapport aux commentaires que tu as fait, Elodie, sur le mobile learning, que évidemment il y a une relation entre les trois premiers items, c'est-à-dire mobile learning, des vidéo learning et des modules de plus en plus courts, puisque la délivrance de modules de formation sur les appareils mobiles impose évidemment des séquences beaucoup plus courtes et favorise la vidéo, dont on sait que c'est un des formats les plus utilisés sur le mobile learning. Merci en tous les cas pour ces réponses. Et je crois que maintenant on peut poursuivre justement sur les évolutions et constantes. Alors, dans la mesure où tu as commenté le sondage, et Elodie, je ne vais pas y passer trop de temps, mais les principales évolutions, eh bien, elles portent sur les contenus pédagogiques, bien entendu, qui se sont diversifiés, raccourcis, gamifiés, socialisés, c'est-à-dire que les contenus sont de plus en plus à l'origine d'échanges autour finalement autour des contenus. La vidéo, ce qu'on appelle le quantify self, c'est-à-dire l'auto-évaluation, se sont aussi fortement développés. Au niveau un petit peu au-dessus, qui est au niveau des parcours de formation ou des ensembles de contenus ou de formats, évidemment, le blended learning lui-même a évolué. Malheureusement, il en reste encore un peu trop souvent au stade linéaire d'il y a une dizaine d'années, mais je crois qu'on est en train de voir les entreprises réfléchir à d'autres modalités, à d'autres agencements de blended learning, dont certains d'ailleurs seront et de plus en plus fréquemment 100% à distance, mais mêleront de l'informel, du structuré, divers types de modalités, etc. Live ou d'ailleurs asynchrone. Les plateformes LMS, là aussi, champ d'évolution considérable, jusqu'à arriver, d'ailleurs, comme le propose Moss Mind On Site, à des créations de portails de formation très simples d'utilisation, gamifiés, proches des designs auxquels on s'est habitué
sur le web avec, tu le rappelais Elodie, cette faculté de diffuser la formation via l'utilisation des smartphones, finalement en rencontrant cette promesse, cette fameuse promesse à Tawadak, anytime, anywhere, any content, any device. Elodie nous en dira plus dans un instant. Et puis, un quatrième point d'évolution, ce sont les services qui sont traditionnellement associés à la formation. Donc, je pense à l'analyse des besoins en amont, évidemment, à l'accompagnement des formateurs, à l'évaluation des résultats. On peut considérer que le digital a permis de démultiplier la puissance de ces services en ouvrant des perspectives auxquelles la formation n'avait pas osé rêver. Je pense par exemple au champ de l'évaluation et de l'exploitation des données dont tu as touché un mot. En même temps, il y a des constantes qu'il ne faut pas oublier. Les professionnels de formation peuvent s'appuyer sur tout un corpus de savoir qui reste parfaitement valable, et on pourrait se référer au principe de l'andragogie, c'est-à-dire la formation finalement des adultes, ce qui motive un adulte à apprendre, à savoir aussi bien dans les activités fondamentales que de l'analyse des besoins, les règles de l'ingénierie pédagogique, l'animation des dispositifs de formation et l'accompagnement des apprenants. Eh bien, on peut s'appuyer sur ces règles de l'andragogie, c'est-à-dire finalement l'apprenant qui veut être co-stratège de sa formation, qui veut que sa formation soit reliée à son expérience professionnelle, qu'elle soit en lien avec des objectifs éclairés, etc. Donc ces règles existent, et les responsables de formation, les professionnels de formation doivent les mobiliser parce que c'est le corpus de leur métier, et beaucoup de gens qui se piquent de digital learning et qui ne sont pas des professionnels de formation, il leur manque cette épaisseur qui apporte énormément au dispositif. Il leur manque cette épaisseur parce qu'ils considèrent au fond que ce qui importe souvent le plus maintenant, ce serait ce profil de l'apprenant moderne qui serait décroché finalement des fondamentaux de la pédagogie, ce que je pense Elodie et moi-même, de par notre parcours professionnel, ne croient pas un instant. Donc évidemment, vous devez, en tant que professionnel de formation, construire des solutions qui prennent en compte les fondamentaux de la pédagogie adulte, je dirais, de l'andragogie, et en même temps le profil de l'apprenant moderne. Voilà un commentaire assez rapide sur ces évolutions et constantes, mais Elodie, est-ce que tu as toi-même quelque chose à ajouter sur ça? Sur la partie constante, pour revenir aussi à l'origine, hein, quand on parle de LCMS avec la partie contenu, c'est aussi la pédagogie des contenus. Moi, j'ai vu l'évolution, et on s'inspire beaucoup du présentiel. Par exemple, ça a été de créer des modèles d'activités pédagogiques qui reprennent finalement des bonnes pratiques du présentiel. Moi, le côté brise-glace, quand on arrive, voilà, on s'exerce, on pose des questions, on interagit, etc. pour bien démarrer une formation. Donc, en e-learning, c'est la même chose. On démarre pas sur de la théorie, on démarre avec une posture d'exercice, de questions pour bien capter l'attention de l'apprenant. Et puis, ce qui va différencier finalement la formation de l'information, bah, c'est la pratique, et d'où l'importance de faire une large part aux exercices en e-learning pour avoir ce qu'on appelle de l'interactivité. Donc, côté techno, ce qu'on peut voir, c'est que le digital learning, certes, il a œuvré pour faciliter aussi les échanges et les méthodes de travail autour des groupes présentiels. Donc, on s'inspire de ce qui marchait bien avant, et on a des outils maintenant comme les forums, les blogs, les espaces d'échange sur lesquels on peut poser des documents, échanger, etc. On essaye de démultiplier les interactions sociales, de les recréer, je dirais même, dans ces dispositifs. Et c'est important de pouvoir continuer à travailler en groupe. Donc, comme tu disais, on n'est plus forcément en présentiel, on est tout en digital, mais on a recréé ces interactions. Et puis, on voit aussi que le digital s'est immiscé dans les salles de formation. Il a remplacé, par exemple, PowerPoint chez nos clients. C'est intéressant d'utiliser aussi des contenus e-learning dans lesquels il y a des exercices qui sont des questions qui sont posées pour animer le groupe, parce que souvent, on est sur des experts qui vont animer ces groupes, pas forcément des vrais formateurs, donc ils ont besoin un peu d'aide, et ces supports finalement qui sont qualitatifs et interactifs, eh bien, vont les aider dans leur formation au quotidien.
Et puis, pour rester, moi j'aime bien le côté question, j'ai même développé des modèles autour de ça pour les questionnaires en ligne, où on va les utiliser finalement tout au long de la formation avec des questionnaires diagnostiques en amont, qui vont permettre justement après de préconiser les bonnes formations pour acquérir les bases théoriques. Ça va servir aussi à homogénéiser par exemple le niveau d'un groupe. Et puis on va évaluer connaissances et compétences post-formation. Et là, ben, évaluer des compétences, ça se fait pas tout seul. Donc, les outils doivent aussi faciliter ça, la saisie. Et puis, on va aussi vers des nouveaux modèles intéressants comme la classe inversée. Où ben, dans les grandes écoles qui sont pas loin de chez nous, comme l'école polytechnique fédérale, effectivement, ben, les profs maintenant, ils ont complètement repensé tout ça. Il y a accès aussi à des simulations, des simulateurs, c'est-à-dire aussi accès à distance à des appareils. Donc, on voit vraiment des évolutions très sympas dans la manière d'apprendre, mais surtout, ce qui est important, c'est que l'apprenant, ben, il est acteur, il est vraiment au cœur de la formation, et c'est lui qui amène tout ça. Donc, aussi un besoin d'avoir des choses ludiques. On l'a toujours dit, la formation se doit d'être ludique, elle l'est de plus en plus, et c'est la gamification maintenant, large place, avec des leaderboards, avec la partie des jeux, des énigmes, des missions à faire. Là, on a lancé les battles où les gens peuvent se défier. Donc, on est tout fiers d'être le premier LMS non mobile first à proposer ce genre de techno. Voilà, sur cette partie-là. On va passer sur les leçons de ton parcours, Élodie. On y reviendra si on a le temps. J'en profite pour prendre un engagement vis-à-vis de Patrick qui trouve que je parle trop vite. Donc, promis, Patrick, je vais faire un effort. C'est pas facile parce que je me laisse parfois emporter par ma passion, mais bon, je fais cet effort. Élodie, j'ai parlé des évolutions des plateformes vers la création de portails de plus en plus simples d'utilisation, gamifiés, etc. Comme c'est une spécialité de Moss My Site, je souhaite que tu nous éclaires sur cette notion de Smart Learning Portal. Alors, à l'origine, hein, on avait des clients qui se posent souvent les questions pour démarrer en digital learning. Est-ce qu'on part du contenant, c'est-à-dire du LMS, ou est-ce qu'on focalise plutôt sur la partie contenu? Et on ramenait ça à la vraie question finalement à se poser, c'est quels sont les enjeux au niveau du business, qu'est-ce que vous vivez? Et au final, les livrables, bah, ça va être des dispositifs de formation qui vont être matérialisés par des portails web de formation, donc qui peuvent être sur différents supports, comme je l'ai mentionné auparavant, aussi bien en mode connecté qu'en mode déconnecté. Et un de nos points forts, c'est justement d'avoir un éditeur d'interface intégré au LMS. L'interface, ben, c'est le portail sur lequel on se connecte, à quoi il va ressembler en termes de graphisme, mais aussi de service. Donc, c'est pas seulement changer son logo et des couleurs, c'est quand même aller plus loin. On peut même aller travailler jusqu'à faire du sur-mesure pour nos clients. L'idée étant, avec les Smart Learning Portal, de pouvoir travailler aussi dans des délais très courts. Et puis, de pouvoir aussi laisser aux clients la possibilité de mettre le curseur là où ils voulaient, c'est-à-dire soit de partir sur des portails qui vont être pré-packagés avec un catalogue d'interfaces qu'ils peuvent adapter en fonction de leur marque pour vraiment avoir cette immersion. Et l'idée des Smart Learning Portals, ça a été, voilà, d'offrir un catalogue d'interfaces, mais aussi d'offrir des contenus. Donc, on a développé quelques thématiques autour des Smart Learning Portal ou SLP, par exemple l'aéronautique, où il y a aussi des catalogues de contenus, le retail pour la formation des réseaux de distribution, banque assurance avec une large palette de contenus ici de notre maison mère Demos, la culture digitale,
important sur la thématique d'aujourd'hui, mais aussi l'onboarding, pas uniquement l'onboarding des collaborateurs internes, mais aussi de l'entreprise étendue. Et puis, bien entendu, bien les MOOC qui, voilà. Donc, ces Smart Learning Portal intègrent aussi bien des contenus, des modèles, des bonnes pratiques et vont permettre un déploiement plus rapide. Tu as une question, Elodie. Un leaderboard, qu'est-ce que c'est? Demande Aurélien. Ah. Alors, un leaderboard, qu'est-ce que c'est? En termes de gamification, c'est la possibilité d'avoir une sorte de podium et de voir aussi bien, ça peut être qui sont les apprenants qui ont fini leur cursus en premier ou qui ont eu les meilleures notes, etc. Mais ces podiums, ces leaderboards, ils peuvent être aussi sous forme de groupes de pays. On a des clients pour qui c'est pas possible de voir qui sont les meilleurs dans leur catégorie, mais plutôt de stimuler les gens par région ou par magasin, etc., sans nommer, parce qu'il y a aussi des questions en entreprise étendue de confidentialité. Donc voilà, les leaderboards, c'est montrer finalement qui sont les meilleurs à un instant T, quelles sont les progressions, des podiums, je dirais. Je voudrais prendre un petit temps de respiration sur le slide qu'on a encore sous les yeux. Euh, Finalement, j'ai l'habitude de dire qu'une plateforme LMS, Learning Management System, c'est par bien des côtés un outil auteur de portail de formation. Donc avec une même plateforme, comme Moz My Downside par exemple, vous pouvez publier autant de portails de formation que vous le souhaitez. On comprend bien la logique. Ce n'est pas la plateforme LMS que les apprenants voient, c'est évidemment le portail avec l'ensemble des contenus et des services auxquels ils peuvent accéder. Et l'idée, au fond, défendue par Elodie, c'est qu'il faut raccourcir considérablement dans les problématiques de formation prégnantes, urgentes, etc. Par exemple, dans le domaine du retail, le lancement d'un nouveau produit, il faut raccourcir la production d'un portail de formation par la plateforme LMS. Et tout ce travail est fait à travers ces packages que tu viens d'indiquer, Elodie, et non seulement il s'agit de produire un portail de formation très rapidement, de belle ergonomie, avec de la gamification, ces leaderboards dont on vient de parler, mais aussi de les remplir, si je puis dire, de contenus qui sont préexistants, de façon à ce que ce soit pas un moteur, mais sans essence qu'on ne pourra pas utiliser. Je voudrais qu'on passe au deuxième chapitre de notre webinaire qui porte sur les forces qui sont à l'œuvre. Je disais connaître pour un responsable formation, un professionnel de formation, connaître les évolutions, c'est bien, mais savoir finalement quelles sont les forces qui génèrent ces évolutions, c'est encore mieux parce que ça vous permet presque de lire dans la boule de cristal. Alors, pour cela, on va procéder par un deuxième sondage pour avoir votre avis. La question étant la suivante, selon vous, et deux réponses possibles de nouveau, quel facteur a eu le plus d'impact sur l'évolution des dispositifs de formation ces dernières années? Premier facteur, les attentes des nouveaux usagers du web et du mobile. La réforme de la formation professionnelle comme deuxième facteur, la demande d'une formation à plus fort impact sur les métiers, la pression à la baisse sur les budgets de formation ou la transformation digitale de l'entreprise. Voilà, on a lancé le sondage, vous êtes déjà nombreux à avoir répondu, on va se laisser encore une vingtaine de secondes et Elodie, tu connais la règle du jeu, ce sera à toi de commenter en priorité cela. Oui, mon cher. Voilà, je pense que tout le monde ou presque a voté, donc on peut clôturer le sondage. Dont les résultats s'affichent maintenant. Première position, les attentes des nouveaux usagers du web et du mobile à 62%. La transformation digitale de l'entreprise, 58%. Et puis après, la pression à la baisse sur les budgets de formation, l'impact métier de la formation et la réforme de la formation professionnelle. À toi, Elodie.
Effectivement, si je prends le premier autour des nouveaux usages du web, on est effectivement sur ces nouveaux utilisateurs, sur les nouvelles technologies. Donc on est lié finalement aux attentes de ces nouveaux usagers, mais aussi aux nouvelles technologies qui émergent et sur lesquelles on a ces usages qui conditionnent finalement fortement les déploiements de dispositifs de formation. Après, ce qui est intéressant aussi de voir en termes d'impact sur la transformation digitale elle-même de l'entreprise qui est importante, c'est que elle ne se fait pas que au niveau de la formation. On va avoir notamment cette pression côté formation. Pourquoi? Parce qu'on va devoir acculturer les personnes au digital. Donc c'est important aussi en termes de lever, je dirais, lever des freins pour accoutumer les nouveaux usages, que ça soit au niveau de la formation, mais pas seulement. C'est à tous les niveaux qu'on va avoir cette digitalisation. Donc c'est une transformation complète qui est, je dirais, supportée en premier lieu par la formation. Ensuite, on était sur la pression à la baisse sur les budgets de formation. Moi, je dis le digital, il va permettre de réduire des coûts de formation comparés aux coûts du présentiel. Mais c'est pas tellement au niveau de la production que ça va se faire, c'est au niveau de la livraison. Donc, livraison, j'entends par là, c'est la réalisation de la formation et c'est pas tant le niveau logistique qui est en cause, c'est-à-dire location des salles ou le fait que les gens doivent se déplacer, etc. Mais c'est le fait qu'une formation en ligne, de 2 heures, elle est équivalente à un jour de formation en présentiel. J'aime bien rappeler ces chiffres parce que souvent, à l'époque, quand on commençait le e-learning, on s'appuyait sur ces chiffres-là pour montrer le ROI rapide. Et surtout, ce qui est important, c'est le taux d'absentéisme du poste de travail qu'on recherche. Et on va aussi donc le réduire, mais augmenter en parallèle la productivité des salariés. Et puis après, on voit ici aussi le côté réforme de la formation professionnelle. Elle arrive seulement à 19%. Peut-être c'est parce qu'on est sur un séminaire international, certes francophone, mais la Suisse étant présente, on a aussi pas mal j'espère, de personnes qui nous écoutent de la Suisse. Et elle concerne la France. Et ça va me permettre de répondre à une question qui avait été posée lors du premier webinaire qu'on avait fait. C'était quelle reconnaissance et valeur peut avoir ce type de formation, c'est-à-dire les formations digitales. Et il y a à l'époque, au printemps, donc Muriel Pénicaud, ministre du Travail en France, qui souhaite favoriser l'apprentissage en ligne et qui parlait de création d'applications, je la cite, de mise en place de forums, de paiement en ligne, de libération de l'innovation, donc qui veut dire que les MOOC vont être éligibles au CPF prochainement. Donc voilà, on est vraiment dans l'ère du digital et on est en train de construire finalement cette société de compétences. Et elle est vraiment au cœur aussi, l'évaluation de l'acquisition des compétences avec le CPF pour mesurer la qualité des formations et l'application terrain. Il Je y vais a, citer Einstein, que j'adore, sur la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Bien, il y a un commentaire aussi disant qu'il y a un facteur qui joue, c'est la nécessité de former plus de monde. Effectivement, Oui. ça va de soi. Et d'ailleurs, ce sera en lien avec la transformation digitale de l'entreprise, parce que euh, il est absolument impossible pour une entreprise de réussir sa transformation digitale si elle n'a pas développé une culture générale chez tous ses collaborateurs. S'il y a même un seul collaborateur qui est laissé au bord du chemin, cette transformation digitale est mise en cause. Et donc effectivement, la transformation digitale, demain, c'est une transformation qui va forcément concerner la totalité des collaborateurs. Et Euh, sur le métier, effectivement, plus fort impact métier, donc voilà, lié à oui, l'efficacité professionnelle. Mais là, on est alors dans un justement, alors cadre. moi j'étais un petit peu surpris sur la réponse concernant le métier, à savoir seulement finalement 29%. On va passer à la suite maintenant parce que
je me demande s'il n'y a pas là une marque du relatif éloignement encore de la fonction formation en entreprise vis-à-vis des métiers. Je crois que cet impact seulement à 29% traduit la difficulté de la fonction formation d'être un business partner. Parce que il y a quand même aujourd'hui une très forte demande de la part des métiers, des business dans l'entreprise, d'avoir une formation qui vient servir effectivement la performance opérationnelle des métiers. Moi, ça me semble être, en tous les cas dans mes activités de conseil dans de grandes entreprises, ça me semble être comment dirais-je, un facteur qui a énormément d'importance. Donc, il figure dans une liste de 5 forces à l'œuvre qu'on a dressée avec Elodie, donc renforcer la performance opérationnelle individuelle, collective des métiers, etc. Bien entendu, tout le reste a aussi son importance, notamment la gestion du capital humain. La difficulté aujourd'hui sur fond de guerre des talents, finalement, c'est ce fameux mantra. Comment est-ce que je peux attirer, fidéliser, développer les talents? Et on sait d'ailleurs à quel point le digital learning est capable de séduire des nouveaux collaborateurs qui finalement parfois ont l'embarras du choix entre les entreprises dans lesquelles ils peuvent entrer. Eh bien, effectivement, un dispositif de formation moderne, un onboarding moderne, comme tu le disais, Elodie, est effectivement susceptible de faire la différence. L'évolution du travail est une force à l'œuvre dans l'évolution des dispositifs de formation. On parle de nouveaux contrats de travail. On sait qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis, pas loin de 50% de la force de travail, c'est une force de travail sous forme de contrat de prestation, de freelancing, etc. On parle de la gig economy. Eh bien, on n'en est pas là évidemment en France, mais on voit quand même beaucoup se développer l'auto-entrepreneuriat, le fait que l'entreprise remplace progressivement des contrats de travail par des contrats de prestation. Il faut les former, ces prestataires. Ils sont pas dans un lien aussi approfondi que ce qui existait avec un contrat de travail. Et donc là aussi, ça a une influence positive. Il faut les former à travers des nouveaux dispositifs qui sont ces dispositifs de digital learning. Impact du web sur les modes de vie, on va pas en parler parce que là, tout le monde a bien compris dans l'audience, c'est arrivé en premier, que ça avait un impact énorme sur les dispositifs. Et puis, la transformation digitale de l'entreprise, oui, d'ailleurs, le digital learning, il est intéressant parce que à la fois, il est le moyen de cette transformation digitale. Il s'agit de former tout le monde, disait Aurélien. Pour former tout le monde, on peut pas utiliser le format présentiel, ça coûterait très rapidement une fortune. Donc on est obligé d'en passer par très largement du distanciel. Et en même temps, il faut absolument former tout le monde, je le rappelle. Mais cette formation, ce digital learning, c'est pas seulement le moyen, c'est aussi la preuve que le digital, ça fonctionne. Et ça permet à chacun finalement de se dire, si je me forme de cette façon, est-ce que je peux pas faire une analogie demain avec la transformation de mon poste de travail, mes activités quotidiennes, puisque mes activités de formation sont en train de changer avec le digital learning? Est-ce que mes activités, les autres activités au poste de travail, est-ce qu'elles ne sont pas elles aussi potentiellement transformées par le digital? Donc, je pense que ça, ce sont des forces c'est une proposition, hein, vous pouvez en imaginer d'autres bien entendu, mais en tous les cas, je milite pour que plutôt que de sortir sur les dernières nouveautés, de sauter, d'être une fashion victime et de s'emparer du dernier acronyme qui sort pour voir si par hasard ce serait pas la recette miracle pour le dispositif de formation. Je considère que connaître ses forces qui travaillent le marché de la formation sont tout aussi essentielles. Et cette synchronisation d'ailleurs de la formation et de l'entreprise m'amène à très vite traiter d'une question, et je laisserai vite la parole à Elodie pour ne pas être trop complet, mais là c'est l'ancien professeur de mathématiques qui parle, hein, ça dit peut-être un certain nombre de choses à l'audience. F égale m gamma, c'est le principe fondamental, un des principes fondamentaux de la dynamique newtonienne, qui dit que quand il y a des forces qui s'exercent sur un système, hein, évidemment, ces forces génèrent une accélération, c'est-à-dire le gamma. Alors c'est une petite plaisanterie que je me suis permise. Ce que je veux retenir ici, c'est que les forces qui sont à l'œuvre sur les dispositifs de formation des entreprises
vont générer et génèrent, et vous le voyez quotidiennement dans vos activités, une accélération importante. Et donc, c'était le troisième point sur lequel je voulais qu'on intervienne maintenant, c'est ce fameux défi de l'accélération dont je parlais tout à l'heure, à savoir que les équipes formation sont tenues de répondre toujours plus vite aux besoins de formation, que ce soit les besoins des personnes, hein, que ce soit les besoins des métiers, les besoins de l'entreprise prise globalement dans sa transformation digitale. Et évidemment, elles seront tentées progressivement de s'adresser à ce qui est le plus rapide, ce qui permet finalement de répondre le plus rapidement possible. Et ce qui permet cela, ce sont les plateformes digitales, hein, dont on voit qu'elles peuvent désintermédier à un moment donné un certain nombre de transactions qui existaient naturellement entre le département formation et les collaborateurs, les métiers, etc. Donc, on va traiter maintenant de cette question à travers un sondage que Elodie va commenter. Et ma question sera la suivante. C'est une question toute bête, hein, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Le délai moyen entre une demande de formation et sa réalisation effective par le département formation en interne dans votre entreprise. Et là, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Parmi un certain nombre d'items, je ne sais pas quel est le délai moyen. Ce délai moyen, il est de moins d'un mois, ou à contrario, à l'autre extrémité, il est de plus de 3 mois. On va se réserver encore quelques secondes, mais là, je pense que c'est une question qui vous intéresse parce que vous êtes très nombreux et peut-être c'est l'effet d'accélération dont on parlait, très rapide à répondre. On se laisse 5 secondes avant de clôturer le sondage. Voilà, c'est fait. Et voilà les réponses. Elodie, it's up to you. Alors, plus de 3 mois, donc c'est le taux de réponse le plus élevé, donc c'est encore le plus long. Mais quoique c'est encore rapide, hein, ça dépend des typologies de plateformes, aussi des dispositifs qu'on veut mettre en œuvre. Donc on est quand même, voilà, plus de 3 mois, ça c'est clair. On voit ensuite entre 2 et 3 mois 21%, entre 1 et 2 mois 20%, et puis il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas encore forcément une idée très précise, ou moins d'un mois. On a des choses quand même autour de 8%. C'est là finalement que le digital il va amener une réponse pour développer quelque chose entre une demande de formation et la réalisation. Si on est sur des choses qui sont sur un catalogue qu'on prévoit, elles sont disponibles tout de suite, mais il y a aussi le côté réagir sur des besoins de formation de plus en plus rapidement. Et c'est ça qui est important, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, donc on a besoin finalement d'avoir des formations juste à temps, tant au niveau de la mise en place, pas qu'il s'agisse de portail, hein, tu le disais, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on ne parle pas d'un seul portail de formation, on parle de multi-portails en fonction des thématiques, en fonction des métiers, etc. Et puis, à la création des contenus aussi, on va y revenir juste après avec la notion d'agilité. Donc, on est quand même dans des délais qui sont encore assez longs et le digital devrait amener des réponses beaucoup plus courtes. Oui, moi Voilà. je confirme, je partage ton point de vue, à savoir que effectivement, plus de 3 mois, 46%, plus de 3 mois, ça peut être 6 mois ou ça peut être un an, hein, au passage. Donc Oui. finalement, Deux. oui, voilà, la longue durée du long fleuve tranquille du plan de formation, qui est remise en cause par évidemment la réforme de la formation. Ces délais de réponse sont extrêmement longs par rapport à l'accélération du business. Les anglo-saxons ont l'habitude de dire speed to learning, speed to business, c'est-à-dire plus je vais rapidement en formation, plus je suis formé rapidement, plus je suis capable d'appliquer vite dans le business, et plus les résultats du business, de mon métier, finalement, sont là rapidement. Il y a une question qui est intéressante de la part d'Émilie qui dit, mais parle-t-on de formation présentielle ou de formation digitale dans cette question? Là, c'est la mauvaise question, je dirais, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la difficulté des professionnels de formation de se décaler, le problème
n'est pas de savoir si on va proposer du présentiel ou du digital au commanditaire. Grosso modo, il s'en fiche. Sauf que lui, il a quand même une préférence pour le digital parce que, notamment, ça vient plus rapidement, parce que ça mobilise moins les collaborateurs, etc. Donc, il y a une difficulté des professionnels de formation dans des questions pareilles qui est témoignée dans une question pareille, de se décaler et d'adopter le point de vue du client final, hein, du commanditaire ou de l'apprenant. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce que il faut 3 mois ou 2 mois en présentiel ou autre, c'est non, quel est le délai de réponse quand quand je demande un service et que j'achète un service à l'extérieur, je prends assez mal en fait qu'on me réponde le plus tard possible. Donc on est dans cette logique-là. Il y aurait tellement à dire qu'on va pas trop insister, mais il y a beaucoup de questions qui sont posées au passage. J'aimerais juste insister sur le fait que dans le sondage qui vient d'être vu, on a posé une question qui est au fond la question qu'on a l'habitude de synthétiser comme étant celle du time to learn, c'est-à-dire le délai, le temps vers la formation, entre la demande de formation et sa réalisation effective. Mais là, je pourrais laisser d'ailleurs à Elodie la parole sur un certain nombre d'autres indicateurs. Il y a d'autres indicateurs qui permettent de mesurer cette accélération de la formation, le temps de transfert entre le moment où j'ai suivi la formation et le moment où j'applique effectivement ce que j'ai suivi en situation de travail, etc. Elodie, toi-même, tu te préoccupes de ces questions, bien entendu. Et il y a justement un rôle qui est important au sein de la plateforme du Learning Management System, c'est le manager. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va motiver l'inscription à des formations, mais surtout qui va valider le transfert en situation professionnelle. Donc, on va voir vraiment si la compétence, elle est devenue opérationnelle ou pas. Et c'est là où finalement c'est intéressant de réduire parce que lui voit les besoins, inscrit les gens qui peuvent suivre les formations rapidement et plutôt que d'opposer le côté présentiel au e-learning, après il y a une autre notion qui est synchrone ou asynchrone en se disant on a des formations asynchrones, ça veut dire que je peux les prendre quand je veux, comme je veux et c'est là où on va entrer en matière et la personne elle peut directement aller piocher ce dont elle a besoin. Et puis réduire le temps, c'est important aussi d'avoir des moments synchrones où on échange avec des pairs ou avec des tuteurs ou des experts, etc. Et c'est ce moment-là aussi qui est important. C'est vrai que le présentiel, quand on est sur des sociétés qui sont dispersées géographiquement, le faire dans une salle, c'est pas évident, mais on peut vite monter aussi des webinaires ou en tout cas des classes virtuelles très rapides, enregistrer les contenus, c'est souvent ce que font nos clients actuellement. Donc, comme nous, on enregistre notre webinaire, on le rediffuse. Donc, ceux qui n'ont pas pu venir viennent. Donc, voilà, le time to learn, le transfert, je pense qu'il est là, il est important et on va utiliser les nouvelles technos pour amener ça de manière de plus en plus rapide en synchrone ou en asynchrone. Et voilà, donc pour moi, il y a presque plus de différence entre le digital et le non digital. Voilà. Et du coup, on peut véritablement là parler de continuum ou d'apprentissage continu dans la mesure où chaque fois qu'on réussit à réduire un délai, que ce soit le délai entre la demande de formation et sa réalisation effective, entre la fin de la formation et la mise en application, etc., etc. Et on voit que là, on ne manque pas d'indicateurs potentiels pour traiter cette question temporelle de la formation, eh bien, chaque fois qu'on réduit ces délais, on rapproche en quelque sorte le travail de l'apprendre. Hein, apprendre, c'est travailler, travailler, c'est apprendre. Et ça, je pense que c'est une dimension devenue essentielle pour les professionnels de formation, c'est-à-dire de resserrer de plus en plus leur processus de conception, de production, de diffusion de la formation, d'évaluation de la formation, etc., de les rapprocher
de les raccourcir pour coller au plus près à cette accélération des métiers ou des demandes des collaborateurs. Ce n'est pas simple, comme quelqu'un le remarque, parce que on vit dans un environnement réglementaire en France qui, comment dirais-je, qui privilégie une espèce de vision à long terme, qui n'est pas incompatible d'ailleurs avec le court-termisme ou l'accélération. Il faut pouvoir se dispenser, je dirais, se disposer dans les deux fenêtres de temps différentes. Je fais juste une remarque sur ce que disait Élodie tout à l'heure à propos de Muriel Pénicaud. La 12e mesure concrète de la loi qui vient d'être promulguée parle effectivement de libérer l'innovation en matière de formation, et donc très clairement c'est dans l'air du temps. Donc ce qui était encore en gestation ce printemps est passé dans la loi. Je voudrais vous montrer que vous avez des possibilités en tant que professionnel de formation, d'agir sur ces indicateurs de temps dont on vient de parler, notamment d'agir sur le délai moyen entre la demande de formation et sa réalisation effective. Bon, par exemple, puisque une partie d'entre vous ne connaissent pas ce délai moyen, déjà, vous pouvez le tracer systématiquement. Il suffit d'avoir un répertoire des dates d'entrée de formation et de réalisation effective. Et d'ailleurs, au passage, il suffit de consulter vos propres informations en interne depuis 6-8 mois pour vous faire une idée précise de la valeur de cet indicateur. Donc je pense qu'il devrait rentrer dans votre tableau de bord. Ensuite, vous pouvez vous fixer un objectif. Alors évidemment, cet objectif, comme le disait quelqu'un, l'objectif de time to learn ne va pas être le même selon que on délivre un parcours de certification d'une certaine durée, etc., pour un collaborateur, ou s'il s'agit de former au lancement d'un nouveau produit dans le retail. Ça va de soi. Donc il faut être dans la nuance, et il faut sans doute examiner des thématiques, des problématiques de formation différentes, et attacher à chaque problématique type finalement un objectif de réduction du T2L. Alors, cet objectif ne doit pas être insensé. Si le délai moyen de réponse à une demande de formation, c'est de plus de 3 mois, il ne s'agit pas de partir fleur au fusil demain et de se dire, ben voilà, moi je divise par 3, je vais réduire à 1 mois. Ça n'aurait pas de sens, parce que là, votre organisation et vos processus ne sont pas capables de supporter une telle réduction. Donc il faut être raisonnable là-dessus. Par exemple, se dire je vais gagner 10% ou 5%. Regardez déjà en termes de délai, et croyez-moi, au bout d'un certain temps, les responsables métiers vont commencer à voir qu'il y a quelque chose qui bouge du côté de la formation, et que la réponse aux demandes est déjà plus rapide. Alors après, il faut désosser les processus d'analyse des besoins, processus de conception pédagogique, de production, de diffusion de la formation, etc. Et il faut regarder à chaque fois où est-ce que vous pouvez gagner du temps. Alors sur la diffusion, quand on utilise le digital learning, il y a une plateforme, un portail de formation, évidemment, on gagne beaucoup parce que c'est potentiellement instantané, contrairement au présentiel. Je pense que c'était implicite dans les propos d'Élodie. Et vous pouvez comme ça gagner un petit peu de temps sur chacun processus, et après regarder finalement si ce temps qui est gagné correspond à votre objectif, ou s'il faut revenir finalement sur un certain nombre de processus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je pense que la démarche est assez simple à comprendre, assez pragmatique, et au fond je vous la suggère. Élodie, toi tu as un concept qui est le concept de produit minimum viable, je crois. Oui, et c'est en lien justement avec le concept d'agilité. On parle en gestion de projet, donc gestion de projet en mode agile. Qu'est-ce que ça veut dire? Le concept est qu'avant, sur un projet, donc que ça soit un projet classique ou technologique de développer quelque chose, ou un projet pédagogique, etc., on fait toute la conception, on dresse tout le plan, on sait tout ce qu'on doit produire. Quel sera le livrable à la fin, quoi il va ressembler, etc. Et on travaille là-dessus et on livre.
C'est plus du tout la tendance actuellement. La tendance, elle est de dire, OK, on sait que entre le moment où on a un besoin et le moment où on va livrer quelque chose, il se passe, on l'a vu, là, plus de 3 mois, ça peut être 6 mois ou ça peut être 1 an. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que entre le moment où le besoin a été cerné, où l'analyse de la demande a été faite, et la date de livraison, eh bien, il y a des choses qui ont évolué. Et si on est avec quelque chose qui est fermé, eh bien, on va livrer quelque chose qui est plus du tout adapté. Donc, dans ce cas-là, on va entrer, nous, dans ce qu'on appelle des produits minimum viables en faisant du RAID, du Rapid Agile Instructional Design. Ça veut dire une méthode de création de formation et de dispositifs, hein, pas uniquement des contenus, mais des dispositifs qui vont être basés sur l'itération et le déploiement sur une petite cible. Donc, on va faire un POC, une preuve de concept, ou ce PMV, et on encourage du coup nos clients à passer par une phase pilote qui va favoriser aussi la gestion du changement. Ça, c'est à ne pas négliger, donc accompagner aussi changement. Et surtout, on est dans un process d'amélioration continue qui va se faire en fonction des retours qu'on va avoir des différentes cibles. Et ça, c'est important. Et on peut réduire le time to market, le time to learn en utilisant ces méthodes-là et en se satisfaisant eh bien d'un PMV, mais qui soit quand même esthétique. Hein. On n'est pas dans… c'est important de livrer quand même un PMV qui soit un peu ludique, esthétique, mais où on va pas forcément livrer toutes les fonctionnalités, tous les modes. On va peut-être laisser la production de vidéos qui prend un peu plus de temps, la livrer dans un deuxième temps. Et c'est aussi intéressant parce qu'on va avoir des publications sur lesquelles il y aura des nouveautés. Les gens vont revenir. On sait qu'en formation, on révise. Donc, on revient, on répète. Et c'est intéressant de le faire sous ce nouveau mode-là. Une chose que je souhaiterais ajouter, on vient de parler d'accélération. L'accélération n'est pas uniforme, heureusement, parce que si elle était uniforme, on serait en permanence dans le mur. Alors, je ne vais pas décrire le modèle que vous avez sous les yeux, parce qu'il est dans le livre blanc que vous allez recevoir. Vous pouvez d'ailleurs aller sur la fiche Wikipédia pour découvrir ce fameux modèle qui s'appelle la hype curve du Gartner, et qui montre qu'effectivement, il y a des périodes de respiration, y compris des périodes où ça décélère considérablement. Par contre, appliqué dans le domaine de la formation, Elodie, il y a un cabinet qui s'appelle Web Coursework, je crois que c'est un cabinet américain, qui produit ses prédictions dans le domaine du e-learning, ses prédictions de hype curve. Et peut-être est-ce que tu peux commenter cela. Donc, vous voyez, sur la courbe, vous avez ce qui est en plein boom, ce qui a fait l'objet d'une déception. Au contraire, que après la déception, eh bien, on retrouve un peu du poil de la bête. Par exemple, ce sont les MOOC aujourd'hui, le mobile learning qui commence à atteindre un plateau de productivité. Est-ce que tu peux commenter cette courbe très rapidement, Elodie, parce qu'on a encore du programme. Alors là, on voit finalement l'évolution de l'intérêt pour les nouvelles technologies. Donc c'est technologie hype, ça veut dire à la mode, hein, et c'est aussi un développement à un instant donné. On voit aussi le niveau des attentes en perspective avec la ligne du temps. Et puis, c'est un exercice que vous pouvez faire dans votre entreprise finalement chaque année avec les travaux d'analyse qui vont être disponibles sur le marché et puis la connaissance finalement que vous avez de votre contexte d'entreprise, hein, qu'est-ce qui se fait chez vous ou pas. Là, cet exemple, c'est plutôt pour prendre une source d'inspiration. On n'est pas obligé d'aller dans toutes les hypothèses. Hein. Et puis surtout, les indicateurs bougent vite. Donc là, on a une vue comme ça. Par exemple, en 2018, hein, la gamification et XAPI, le nouveau standard qui répond aux nouveaux usages du web et d'apprentissage aussi informel, eh bien, il passe de cette phase un peu d'élimination progressive maintenant en vraie phase d'éveil. Donc ça monte à ce niveau-là. Et puis les MOOC sont encore
encore plus en phase plateau de productivité qu'avant. Donc ça change chaque année. Je pense que la réalité virtuelle aussi, c'est un trend, elle bouge dans l'échelle. C'est important de le ramener à ce que vous vivez en entreprise, à la culture aussi de votre entreprise et à ce que vous avez pu déjà expérimenter. Voilà. Il est temps de traiter notre dernier chapitre, après ce détour par l'accélération, et je vais lancer un dernier sondage. Euh, vous ne saurez pas forcément répondre, mais d'ailleurs j'aurais pu laisser la réponse, je ne sais pas. Bref, quel est le pourcentage de salariés connectés, abonnés à la plateforme LMS au sein de votre entreprise? Vous avez une vingtaine de secondes pour répondre à cette question. On se laisse encore 5 secondes. Vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu. Une large majorité. On peut clôturer. Élodie, tes commentaires. Oh, je pense que tu vas. À la fois, il y a un verre à moitié vide et à moitié plein là qui se dégage. Hein. Oui, oui, oui. À moitié Moins vide de parce qu'il y a encore du 10%. travail à faire, et à moitié plein parce que c'est plein d'opportunités pour les plateformistes. Alors, moins de 10%. Qu'est-ce que je pourrais, si je viens sur ce chiffre, il y a plusieurs interprétations qu'on pourrait donner. C'est-à-dire que la formation ne s'adresse qu'à une minorité dans l'entreprise en termes de salariés. Peut-être est-ce que ça veut dire que ce sont surtout les managers qui sont concernés par cette formation. Si j'ai des clients dans la salle, ils vont dire, moi, c'est pas mes salariés que je forme, mais c'est l'entreprise étendue, c'est-à-dire mon réseau de partenaires, de distributeurs et des clients, donc ils sont dans cette case-là. Donc voilà, il y a aussi à qui on s'adresse finalement. Il y a une large marge de progression, comme tu le disais. Après, on est entre 11 à 30%, 31 à 60, c'est quand même la majorité. Donc voilà, on voit que quand même il y a une tendance qui se fait. Mais au-delà de 91%, on a quand même un chiffre qui est rassurant, c'est-à-dire 16%. Et c'est intéressant de voir dans ces cas-là, qu'est-ce qui est fait pour atteindre ce taux-là. Je pense qu'on parlait de salariés connectés, abonnés. C'est l'idée de pouvoir, tu te lèves le matin, tu viens au boulot, tu te connectes aussi à ton LMS parce qu'il fait partie de l'éventail des solutions qui sont proposées. Voilà, la formation au quotidien, c'est pas uniquement des rendez-vous périodiques. Merci Elodie. Donc encore une fois, un manque de notre côté, j'en ai conscience. Il y a une partie d'entre vous qui ne savent pas. Et d'ailleurs, la planche que vous avez sous les yeux, qui est tirée du panorama des plateformes et des usages des plateformes dans les entreprises françaises, c'est le panorama fait fort qui sort tous les 2 ans. La prochaine édition, ce sera cet automne, alors que la planche que vous avez sous les yeux date d'il y a 2 ans. Nous permet de traduire parmi plein d'autres indicateurs cela. Hein. Donc en bleu, c'est pour le périmètre France, et en gris, c'est pour le périmètre international, parce que les responsables de formation ne savent pas forcément pour le périmètre international combien il y a de connectés à la plateforme. Mais on voit qu'on n'est pas très loin d'ailleurs des chiffres du sondage. Je ne vais pas insister là-dessus, mais vous avez bien compris la question qui se pose, c'est que peut-on considérer que dans une entreprise où il y a moins de 10% des salariés qui sont connectés à la plateforme, peut-on considérer qu'il y a une généralisation du digital learning? Bien sûr que non. On est très loin au contraire, on en est très loin. Donc là aussi, il faut imaginer des indicateurs de généralisation du digital learning, et ça, c'en est un parmi d'autres. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant justement aux axes de généralisation. Au fond, il y en a 3. Là, on vient de voir l'axe 2, c'est-à-dire les populations touchées. Et donc, la possibilité de généraliser, c'est la possibilité d'étendre, évidemment, le e-learning à des populations de plus en plus vastes.
Autre axe comment dirais-je, mais peut-être d'ailleurs, Elodie, tu as touché un mot, ça me vient à l'esprit tout à l'heure, sur la possibilité d'étendre la formation en dehors des collaborateurs de l'entreprise. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour Most Made On Site. C'est une grande tendance effectivement maintenant qui permet eh bien à l'entreprise d'adresser aussi ses cibles externes et de pouvoir en termes de business hein, aussi être beaucoup plus efficace en formant ses clients à ses produits, en formant son réseau à ses produits, aux situations, etc. Donc les populations externes, même les fournisseurs hein, en termes de gestion de la qualité, etc. C'est important. Et je crois que c'est là où on a une grande part, nous, de progression aussi, et où on peut toucher aussi des sociétés qui sont un peu plus petites en termes de taille de salariés, mais qui vont, elles, dispenser des formations plus larges à une population. Bah, les organismes de formation, en particulier, sont dans cette case-là. Il y a évidemment un autre axe qu'on a placé en premier lieu, qui est le catalogue, c'est-à-dire finalement la dimension, le volume de contenus pédagogiques digitaux qui sont disponibles sur le portail de formation de l'entreprise. Ce qu'on a bien vu avec les Smart Portals, mais on voit aujourd'hui que ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que les plateformes sont en train de se gorger d'une quantité énorme de contenus, qui sont des contenus d'ailleurs euh, soit sur étagère, soit des contenus génériques, notamment promouvant les soft skills qui sont tellement importants dans cette économie digitale, mais qui peuvent aussi être des contenus ayant fait l'objet d'une curation externe par les professionnels de formation, et ça c'est évidemment un facteur extrêmement important, et puis des contenus qui sont curés, si je puis dire, en interne, c'est-à-dire que le salarié, progressivement, c'est pas seulement un apprenant, comme on le sait, c'est aussi un sachant, il est doté d'outils qui lui permettent de produire des contenus sous homologation évidemment et sous curation des responsables des départements formation. Et donc effectivement, il faut aussi lâcher là-dessus. Il y aurait beaucoup à dire les références de catalogue. Et puis il y a un troisième axe qui traduirait aussi la généralisation du digital learning. Mais ça, c'est un peu ce que tu disais, Elodie, c'est la fréquence d'utilisation. C'est-à-dire le matin, je me connecte à ma plateforme. Alors, si je voulais, comment dirais-je, euh, trouver un indicateur qui pourrait être intéressant. J'aime bien les formules. Hein. G, c'est quoi? G, ce serait la généralisation. Ce serait la mesure finalement du niveau de généralisation du digital learning dans lequel vous êtes aujourd'hui. P, ce serait quoi? Ben, on revient aux axes précédents. Ce serait la population qui est touchée. Hein. Donc, plus la population touchée est étendue, plus la généralisation grandit. F, c'est la fréquence d'utilisation. Plus la fréquence d'utilisation par une personne du portail et des contenus qui sont mis à sa disposition grandit, plus on peut considérer que le digital learning comment dirais-je, s'étend, se généralise. Et on divise par D. D, c'est quoi? C'est la durée d'une session digital learning. Parce que, évidemment, on ne peut pas passer notre temps en formation toute la journée à procrastiner sur les portails de formation. Donc, je considère que le D, c'est plus la session est courte, c'est-à-dire vient répondre à une problématique de formation ponctuelle, très précise en lien avec le travail, etc. Et là, évidemment, on ne parle plus des parcours certifiants, on est vraiment dans la formation pour supporter la performance opérationnelle du business. Eh bien, on arrive là finalement à suivre un petit peu, à se donner les moyens, parce que c'est une formule dynamique, c'est-à-dire que demain, vous pouvez vous dire, bah, si je veux généraliser, il faut que j'étende les populations. Comment je fais? Si je veux accroître la fréquence d'utilisation du portail, comment je fais? Et si je veux réduire la durée d'utilisation du portail pour une session donnée, comment est-ce que je fais? On voit bien que là, il y a toute une série d'actions qui peuvent être menées, qui sont des actions de l'ordre du marketing, marketing de lancement de la plateforme, marketing de nouveaux contenus, qui sont du marketing continu, parce que la fréquence, elle doit être entretenue, évidemment, par le département formation, mais qui sont aussi de l'ordre du design, parce que on revient sur le micro-learning, sur la conception pédagogique de modules qui seront plus courts. Et donc là c'est du design pédagogique. Et je voulais juste, d'avoir un mot de la fin pour Elodie là-dessus,
Juste insister sur un point, c'est que bien entendu la généralisation du digital learning, c'est une mesure du succès de votre stratégie digital learning, c'est un effet de la réussite. Si tout le monde achète en interne vos dispositifs, alors ils vont être généralisés. C'est la réussite du digital learning qui est en jeu. Mais d'un autre côté, la généralisation du digital learning va conditionner sa réussite et pas seulement être un effet de sa réussite, ça va être aussi une cause de la réussite. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où vous généralisez, où un nombre de plus en plus grand d'utilisateurs se connectent sur le portail, communiquent ensemble à travers le social learning, etc., vous dépassez des effets de seuil. Il y a des propriétés émergentes qui arrivent à un moment donné, et là, il y a un champ des possibles et d'opportunités qui est considérable qui s'ouvre. C'est pourquoi je considère que pour 2019, vous pourriez très bien mettre à votre programme, si vous n'êtes pas trop avancé là-dessus, le chantier de généralisation du digital learning. Si je devais généraliser le digital learning, qu'est-ce que je ferais? Et là, il y aura évidemment un très gros chantier qui pourrait se décliner en sous-chantiers portant sur le design, sur le marketing, sur la plateforme de formation, sur des problèmes techniques qui peuvent être posés, etc. Mais je pense que c'est véritablement un programme qui pourrait être intéressant pour les responsables formation, surtout à l'aune de la réforme qui vient d'être lancée d'ailleurs pour l'année 2019. Elodie, peut-être un dernier commentaire et le mot de la fin qui t'appartiendra. Merci. Je vais en profiter pour répondre à une question. Quelle forme prendra le digital learning? Alors, je dirais que l'avenir, je le vois comment? La vidéo toujours présente, de plus en plus de simulations pour coller aussi à la réalité. Donc, réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, virtuelle, on est en simulation effectivement, mais augmentée, on est dans le contexte et on a par-dessus notre expérience des informations qui vont s'ajouter, mais surtout les assistants personnels qui vont guider les apprenants. Donc, il y a derrière ces assistants personnels toute la notion d'intelligence artificielle qui va augmenter de plus en plus. Et puis, guider les apprenants, c'est notamment dans la curation dont tu parlais tout à l'heure, qui sera de plus en plus de manière automatique. Voilà. Alors, il me reste à te remercier, Elodie, Merci à toi. hein, pour, Merci à tous pour de votre cette heure, participation. et bien entendu remercier tous les participants. Vous avez été de nouveau très nombreux, beaucoup de questions intéressantes qui vont nourrir nos réflexions et auxquelles j'imagine que Elodie aura plaisir à répondre. Et donc on vous dit à très bientôt. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et merci encore de votre présence. Merci Elodie. À bientôt. Et Merci, bon dernière chose, appétit. vous recevrez tous les éléments, le replay, les slides et évidemment le livre blanc très rapidement dans la foulée de ce webinaire. Merci à tout le monde. Au revoir Elodie. Merci, au revoir.